Alors, je vous souhaite la bienvenue ce matin pour cette dernière porte ouverte qui est consacrée aujourd'hui plus aux os pour la vie. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop dérangés par ce que vous entendez le bruit parce on est en train de couper la haie juste à côté de ma fenêtre. Donc, est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Oui? OK. Pas trop dérangé par le bruit? OK. Donc, voilà. Alors, Anne, si tu veux, tu peux garder ton micro ouvert ou fermé, c'est comme tu veux. Voilà. Donc aujourd'hui, donc comme vous étiez là toutes les deux, je ne vais pas reprendre les besoins du vieillissement comme je l'ai fait la première fois, ni les clés, si ce n'est que pour juste un peu illustrer mon propos. Quand j'ai animé un atelier pour les portes ouvertes du regroupement d'éducation somatique, j'ai appelé cet atelier Il n'y a pas de pilule pour une bonne posture. Bonjour Evelyne. Allô? Euh, et ça, c'est une phrase qui avait été inscrite sur la pierre tombale de Ruthie Allen. Parce que le programme des Eaux pour la vie a été créé et développé par Ruthie Allen, qui était une proche collaboratrice de Moshe Feldenkrais. Donc, on est vraiment dans le domaine de l'éducation somatique et du système nerveux. Et Ruthie, comme son épitaphe, elle a décidé de léguer cette phrase-là à la postérité parce que on pense toujours que la posture, c'est quelque chose qui est une fois pour toutes, je dois avoir une bonne posture ou je n'ai pas une bonne posture. Donc, la posture, c'est le reflet de notre histoire. C'est le reflet de notre histoire personnelle. Et une bonne posture, c'est une illusion. La posture est le résultat d'une organisation interne et de notre relation à l'environnement. Et, et on a besoin d'avoir une posture qui s'ajuste aux besoins de notre vie de tous les jours. Donc, je parlais des clés aux besoins de fluidité, on a besoin d'équilibre, la posture va s'ajuster à ça, on a besoin de solidité, on va s'ajuster à ça. Notre besoin de vitalité, Ruthie travaillait beaucoup, beaucoup sur la vitalité, la notion de vitalité, à partir du squelette. Et évidemment, tout cet ensemble va agir sur un besoin de confiance fondamentale et de sécurité. Et évidemment, l'ensemble, qui est un besoin aussi par rapport à notre vieillissement, ça va aussi agir sur un besoin. Donc, cette confiance, ce besoin de confiance est vraiment en relation avec le besoin d'autonomie aussi. Donc, conserver notre autonomie, être confiant le plus longtemps possible dans notre vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les os pour la vie travaillent plus sur, quand je disais les clés, 5 clés hier, on disait d'apprendre à ressentir, c'est présent dans les programmes des os pour la vie. Explorer des mouvements, c'est présent dans les os pour la vie. Jouer, développer le côté ludique, la curiosité, l'autonomie dans l'exploration, c'est présent dans les os pour la vie. Ce sont des clés qui sont importantes, le côté créatif aussi est important, d'essayer des choses, d'essayer des variations. Tiens, si je mets mon pied comme ça, si je le mets autrement, comme je disais tout à l'heure à Anne, si je fais un mouvement plus rapide, plus lent, c'est ma propre responsabilité, c'est ma propre autonomie, c'est ma propre création d'exploration qui va être mise en jeu. C'est pas l'extérieur, un professeur extérieur qui va vous dire. C'est plus vous allez avoir le droit, vous autoriser à essayer des choses, plus vous allez diversifier les connexions neuronales dans le cerveau et plus il y aura une stimulation claire au niveau du squelette. Donc, les os pour la vie,
travaille vraiment sur la stimulation de la force des os. On veut stimuler la force des os, mais par un mouvement naturel, pas par un mouvement d'un conditionnement physique. Et on veut organiser une posture qui permet de supporter le poids de notre corps. Et le poids de notre corps, Dieu sait que c'est varié. Hein? On s'entend, il y a une variété de poids de corps qui, heureusement, existe dans le monde, dans notre vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des os qui sont forts, se construisent en se confrontant à la pesanteur. Donc, ils se confrontent à la pesanteur et c'est parce qu'ils se confrontent à la pesanteur qu'ils vont se renforcer. Le squelette, il a cette propriété de résoudre les contraintes de la pesanteur. Le corps entier va s'harmoniser pour se laisser rebondir du sol généreusement et à chaque pas que l'on fait, à chaque pas, il y a une contrainte et il y a une relation avec la pesanteur et avec la capacité de rebondir. Donc, on répond à ce moment-là à un besoin de vitalité. D'accord? Donc, le rebond fait partie intégralement de ce programme des os pour la vie. Et c'est sûr qu'au niveau cellulaire, cette dynamique que l'on crée au niveau du rebond, par exemple, la dynamique du mouvement permet au sang qui transporte les nutriments et l'oxygène de contribuer à la formation de nouvelles cellules osseuses. Parce que n'oublions pas que les os sont vivants. On a l'image des os qui sont comme des squelettes et qui sont comme si c'était une matière inerte, mais les os sont extrêmement vivants. C'est là que se forment les globules rouges et on a ce mouvement cellulaire entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Il y a une destruction osseuse, il y a un remaniement osseux, puis c'est constamment une danse qui se fait au niveau de la détérioration osseuse et la reconstruction osseuse. Ça, c'est normal, c'est le côté, la propriété du vivant. Et c'est la pression dynamique qui va permettre à l'os, justement, à cette danse osseuse de se faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une interdépendance entre la structure et la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours pensé que les muscles s'ajustaient au squelette. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est la fonction musculaire, les muscles qui nous permettent de bouger, de faire ce que nous avons besoin de faire, vont agir sur le squelette. Et la forme de notre squelette va dépendre de la façon dont on bouge. Et si on a bougé d'une certaine façon avec des habitudes et que le squelette s'est formé d'une certaine façon, la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. On peut transformer. La constitution de notre squelette, on peut le transformer, non pas par une injonction, tiens-toi droit, fais comme ci, fais comme ça, mais par l'expérience sensible du mouvement, on peut d'une certaine façon transformer la façon dont on se tient debout, dont on s'assoit, puisqu'on part du principe que la posture n'est pas figée, elle est dynamique. Elle est dynamique, donc elle change. Et on peut voir, je vois dans ma pratique avec mes élèves, quand on me dit « Ah, je me sens plus droit » ou « Je me sens plus comme ci » ou « Mon épaule a baissé » c'est vraiment des résultats qui sont nommés hein, après chaque cours, mais après chaque session, il y a des transformations qui se font par l'expérience de mouvement. La condition, c'est d'offrir une sécurité. Donc ça, c'est très important, que ce soit au niveau du cadre dans lequel ça se passe, mais aussi la sécurité de respecter nos limites. Et d'assurer une posture fiable. Qu'est-ce que ça veut dire une posture fiable? Ça va être une posture qui est sentie de l'intérieur et qui ne va pas nous mettre en danger. Okay? Du genre,
je vais pas vous mettre sur la tête, par exemple. Je vous pas sur la tête. Ça pourrait, hein? Puisqu'en Feldenkrais, il y a tout un processus qui amène les gens à faire les postures inversées sur la tête. Mais s'il n'y a pas un sentiment de sécurité au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau des lombaires, c'est quoi l'intérêt? Hein? Ça devient une posture d'ici de l'extérieur et qui n'a pas beaucoup de sens sur un plan organique. Donc, on doit protéger nos articulations des genoux, des cervicales, des lombaires. Et le but, justement, c'est de jouer avec toutes ces articulations-là en sécurité pour voir comment elles peuvent, d'une certaine façon, se réaligner pour porter, porter de façon sécuritaire. Ok, si par exemple je suis très 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 cambrée, je ne vais pas décambrer parce qu'il faut décambrer, mais c'est de vous inviter à jouer avec différentes façons de sentir votre courbure lombaire. Puis à un moment donné, le cerveau va choisir, il va choisir la façon la plus économique de se tenir. Et c'est fantastique des fois, en début de cours, en fin de cours, si je demandais à mes élèves de se tenir comme ils se tenaient au début du cours, ils auraient mal. Et pourtant, c'est comme ça qu'ils sont arrivés. C'était comme normal. On a travaillé pendant une journée, une session, 12 semaines. Ça s'est transformé. Et là, si je demande, pouvez-vous vous retenir comment vous étiez au début? Ah ben non. Ou bien ça fait super mal. Donc, c'est intéressant de voir comment la notion de sécurité peut s'installer par l'exploration du mouvement. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a des questions? Non? Alors, je vais vous poser une question que j'avais posée dans l'atelier aussi du regroupement, mais comme vous êtes deux à ne pas avoir suivi l'atelier, je vais vous la poser. Une petite question, une petite devinette. Qu'est-ce qu'il faut aux yeux pour développer la vue? Qu'est-ce qu'il faut aux yeux pour que la vue puisse se développer? Peux-tu Après, expliquer qu'est-ce que tu veux dire par développer? qu'est-ce qu'il faut aux yeux pour développer, pour que les yeux, la vue, se développe, pour que la vue puisse développer, je ne sais pas comment on traduirait ça en anglais, mais c'est Non, mais comme tu la veux vue. dire quand on when you're growing in your mother's womb to develop the eyes, or Oui, at that moment? mais après, une fois qu'on est sorti, une fois qu'on est né, par exemple, qu'est-ce qu'il faut pour les yeux? La lumière. La lumière, exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut aux oreilles pour développer l'ouïe? Oui, le son. Qu'est-ce qu'il faut aux oreilles pour développer l'ouïe? Vibrations. Il faut du son, sounds. C'est ça qui va nous permettre de développer l'ouïe. Et qu'est-ce qu'il faut aux os pour se renforcer? Hmm? Du Qu'est-ce que tu dis? mouvement. Il faut de la soumission à la pesanteur. Oui, il faut du mouvement, mais pour que les os se renforcent, il faut qu'ils soient soumis à la pesanteur. Il faut qu'ils soient soumis au contact. Ça, c'est comme ça que les os peuvent se développer. Okay? Donc, ils doivent être capables de supporter notre poids et grâce à notre squelette. Okay? Donc, on doit être capable de se tenir debout. Et se tenir debout, c'est se tenir debout physiologiquement, mais se tenir debout psychologiquement aussi. Donc, la dynamique du mouvement, c'est là qu'intervient le mouvement. Le mouvement va contrebalancer la pesanteur. C'est le mouvement qui va nous permettre de ne pas tomber, hein, de pas tomber à la pesanteur. Si on se laisse quand on est fatigué, on est soumis à la pesanteur. Si on n'a plus d'énergie, on est soumis à la pesanteur. Et si on n'avait pas d'os, si on n'est pas squelette, on serait comme une chenille, on serait comme une chenille sur le sol. OK? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les os aussi répondent à un besoin de force. On a besoin de sentir une force. Et la force, le besoin de force motive notre organisme à fabriquer de l'os. La force motive notre organisme à fabriquer de l'os. C'est un fonctionnement neurologique fondamental. C'est parce que euh, euh, nous sommes soumis à cette danse entre la pesanteur
et le mouvement que, que nous pouvons fabriquer de l'os. Autrement dit, si je suis totalement en dehors de mon axe, si je ne sens pas la pression et le rebond dans mes os, je ne vais pas fabriquer de force. Donc, il va y avoir une détérioration osseuse. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins je bouge, plus je perds de l'os. Je ne vais pas rentrer dans les questions alimentaires diététiques parce qu'il y a d'autres éléments aussi au niveau nutritif qui sont importants, mais c'est pas ma spécialité. Puis bon, mais ça aussi c'est important d'ajouter cela. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, interrompre ce cycle quand quelqu'un a de l'ostéoporose, de l'ostéopénie, quand il y a une détérioration qui se fait? Comment est-ce qu'on peut interrompre le processus? Est-ce qu'il peut être réversible? Il y a des recherches qui sont faites qui montrent qu'avec aussi une certaine médication et une certaine qualité de vie, on peut rendre ce processus-là, ou en tout cas l'interrompre, et interrompre la détérioration et retrouver de la force. Donc, c'est un peu ça. L'idée, c'est de voir que les cours Les Os pour la vie, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire dans lequel on utilise en fait différents objets et on utilise le sol, on utilise le mur pour créer de la vibration et on utilise aussi des schémas qui ont été élaborés, des schémas de mobilité qui se sont développés au cours de l'évolution. Donc on est au sol, on peut être à quatre pattes, on peut être à plat ventre, il y a différentes façons d'utiliser les schémas de mobilité développés au cours de l'évolution et qui ont prouvé leur efficacité. Donc, on utilise beaucoup les pieds, comme les bébés utilisent les pieds, les orteils. Et même si on a une limitation pour un accident ou une limitation on a tous des limitations, et plus on vieillit, on a des limitations liées à l'âge, mais aussi à des expériences de vie, des traumatismes, etc. Donc, on peut toujours visualiser les mouvements, les imaginer et donc l'idée, c'est de voir comment la différence avec Emballons-nous et Les Os par la vie, c'est qu'avec Emballons-nous, on va travailler beaucoup la fluidité du mouvement, on va développer beaucoup la rondeur des mouvements. Avec Les Os pour la vie, on va aller beaucoup dans les mouvements dynamiques. Et les outils principaux qui sont utilisés, on a ici, par exemple, ça c'est un tissu de 7 mètres qui est transformé en couronne, hein, qu'on met ici avec différents exercices, différents processus. On joue au niveau de... Je vois Evelyne qui sourit parce que Evelyne fait partie des cours Les Os pour la vie, donc ça lui rappelle les souvenirs. Donc on va jouer avec le rapport, elle est assez lourde cette couronne, comment est-ce on est en relation avec la pesanteur et le rebond et comment est-ce qu'on joue au niveau de toute l'organisation de notre corps. On va utiliser évidemment ce même tissu de différentes façons. Si je vais juste vous partager l'écran pour que vous puissiez voir, j'ai une photo, on voit comment est-ce qu'on peut utiliser euh, cette, ici. Donc vous voyez, on peut utiliser les tissus pour les lancer, on utilise beaucoup, on fait pour créer de la pression, pour que l'os soit stimulé, on crée de la pression au niveau du squelette et on crée des exosquelettes qui sont avec ces tissus de 7 mètres, qu'on s'enroule de différentes façons. Et aussi, on les met sur la tête, comme je vous montrais avec cette couronne-là. Donc, il y a plein de possibilités pour créer de la pression, pour que le cerveau reçoive l'information qu'il y a des changements, des modifications qui peuvent se faire au service d'une posture plus organisée. À ce stade-ci, avez-vous des questions? Oui, Bon, alors,
comment adapter à des sensibilités, comme par exemple si on a la nuque qui est sensible et délicate, Oui, est-ce qu'on peut utiliser quelque chose de moins pesant au début? oui. Par Alors, exemple. ça, ce qu'on met sur la tête, c'est jamais en début de cours, c'est toujours en fin de cours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait avant. On a travaillé avant, sensibilité de la nuque, on va vraiment chercher comment le sternum peut bouger, comment... Donc, il y a toute une préparation pour mettre cette couronne. Et quand je dis qu'elle est lourde, le signe, quand ça devient sensible au niveau de la nuque, c'est le signe que la couronne est plus supportée par l'ensemble du corps. Donc, c'est utile de sentir cet inconfort. Les inconforts sont extrêmement utiles. Ça nous donne, on pense souvent que l'inconfort, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Non, l'inconfort est là pour nous informer. Donc, à ce moment-là, évidemment, on l'enlève. Maintenant, c'est sûr que si vraiment il y a une grosse difficulté, on peut mettre quelque chose de plus léger. Mais c'est intéressant de travailler, d'explorer, de voir. Peut-être une première fois, tu tiens 1 minute, même pas, puis tu l'enlèves. Puis peut-être à un moment donné, ce sera 5 minutes, tu vas pouvoir marcher. Peut-être que c'est un confort que tu avais avant, peut-être qu'il sera plus là ou différent. Donc, l'idée, encore une fois, par rapport à l'inconfort et la sensibilité et la douleur, c'est d'explorer puis d'essayer. Donc, à la question, est-ce que je peux porter quelque chose de plus léger? Absolument, absolument, tout à fait. Oui. C'est encore une fois hein, d'essayer et de voir qu'est-ce qui convient le mieux. Je pense à la reine qui portait cette énorme couronne Oui, oui, et qui oui, avait une posture comme ça. oui, ben, oui, ben c'est ça, exactement. Ben, en plus, quand on vieillit, on a tendance à être, les fléchisseurs gagnent de l'importance, ok? Quand on est fatigué, quand on est déprimé, c'est les fléchisseurs qui gagnent de l'importance. Donc l'idée, souvent, ce qu'on nous dit par rapport au dos, on nous dit il faut muscler, quand on a mal au dos, il faut muscler le ventre, il faut muscler les abdominaux, mais on oublie qu'il y a toute la partie arrière qui a besoin aussi de s'ouvrir et de devenir comme plus familière. On a très peu de sensations, très peu de notions de l'arrière de notre dos. Très peu. C'est pas quelque chose qui... Ça se passe derrière nous. On est tellement habitué à être dans l'avant de nous que l'arrière de nous, c'est comme si c'est pas important. Donc, dans les os pour la vie, enfin, de façon générale, même dans les autres approches, mais on travaille de façon globale. Donc, on va travailler et on est étonné de voir comment ça peut se transformer, notre sensation, au niveau de notre allongement. Et à ce moment-là, porter quelque chose sur la tête, c'est souvent intéressant de sentir, tiens, je, ce qui est porté par ce qui est en dessous. Et souvent, quand on enlève la tête, Evelyne, est-ce que tu as des souvenirs quand on enlève la couronne? Qu'est-ce que tu peux ouvrir ton micro peut-être si tu veux? As-tu un souvenir? Si tu veux, tu veux ou pas? As-tu un souvenir de quand tu enlèves ta couronne, qu'est-ce que ça fait? Mais souvent, à la fin, on le sent plus. C'est ça qui arrive. On ne le sent plus. Et, c'est le changement du début jusqu'à la fin, là, la légèreté, c'est ça que je sens Ok, souvent. ok. Oui. Merci Evelyne, merci. Donc ça, c'est un des commentaires qu'on entend souvent. Ok. Et en plus, après, quand on enlève la couronne, c'est comme si la soumission à la pesanteur fait que on réveille un réflexe intérieur d'élongation de la colonne qui se fait par lui-même. Et ça, c'est pas toujours, mais c'est ça aussi qui arrive. Quand la colonne se replace de façon organique, elle retrouve une certaine dynamique qui est assez étonnante. Moi, j'ai vécu des expériences moi-même ou dans mes formations ou lorsque je suivais des cours que tout d'un coup, le cou se met à pousser tout seul, il grandit. J'ai l'impression que tu es comme une girafe. Et ça sort d'où? On n'a pas travaillé le cou, on a travaillé le bassin. Hein, on a travaillé le sternum, on a travaillé, on n'a pas travaillé le cou spécialement. Il a été travaillé, mais on ne l'a pas spontanément
dans la session d'ailleurs, la session de cet automne, le cou et les épaules, c'est ça qui est au programme, de travailler justement cette partie du corps, mais évidemment en allant chercher toutes les autres. C'est un travail, Ruthie Allen disait, c'est de la thérapie familiale, c'est-à-dire que on a un problème à un endroit, on va aller chercher les autres autour, on ne peut pas travailler tout seul. Ok. Et moi je fais la métaphore, il n'y a pas que chez Jean Coutu qu'il y a des amis, on va chercher dans notre corps des amis pour aider l'ensemble de nous-mêmes à être plus fonctionnels. C'est ça. Bon, j'ai assez parlé, on va passer une pratique. Alors, là, je vais vous inviter à... Donc, c'est sûr que pour ce qu'on va faire, j'aimerais beaucoup si vous aviez au moins une porte ou pouvoir être les pieds allongés sur le sol, mais avoir la possibilité d'avoir les pieds qui sont sur le mur ou sur une porte. Ok. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui? Donc, prenez le temps de vous installer. Donc, prenez le temps de vous installer. Donc, vous installez perpendiculairement. Ça veut dire que vous allez mettre votre tapis. Alors, je rappelle que c'est important votre confort et il y a un bon tapis. Mettez quelque chose. Donc, vous êtes toutes les trois. Donc, Geneviève, je sais qu'il y a besoin d'un petit pad. Donc, il n'y a pas de problème. On met un pad, on met quelque chose sous la tête. Fantastique. Anne, le setup aujourd'hui. Yeah! Cool! Anne, elle a mis son laptop probablement en hauteur. Est-ce que Geneviève, il y a moyen de baisser un petit peu l'écran pour que je puisse voir le sol? Si c'est possible, hein, on ne va pas demander l'impossible. Là, je comprends que ça prend toujours un certain temps avant de pouvoir s'organiser au niveau de l'espace. Donc, vous allongez et dans un premier temps, juste éloignez-vous un petit peu les pieds du mur, juste pour être au sol. On se rapprochera du mur, mais juste pour le moment, c'est ça. Le tapis sera dans l'autre sens, c'est ça exactement. Wow, super. Et prenez quelques instants pour être sur le sol. Et déposez-vous sur le sol. Ok. Donc, rappelez-vous si vous avez besoin de quelque chose sous la tête, si la position jambes allongées est un peu pénible, vous pouvez toujours mettre quelque chose sous vos genoux. La condition numéro 1, c'est prendre soin de vous, donc de votre confort et de votre sécurité. Encore une fois, je rappelle que ces mouvements, ce sont des mouvements guidés, donc je montre très peu de mouvements. Je vous guide à trouver vous-même, à explorer les mouvements. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment trop loin de la consigne, à ce moment-là, je reprécise la consigne. Comment ça respire ce matin? Où ça respire? Comment vous ressentez vos épaules sur le sol?
Et on va aller développer la sensation de voir comment notre colonne vertébrale peut répondre comme un effet domino. Ok? Donc, vous allez venir poser le pied droit au mur avec au niveau de votre genou comme un angle droit à peu près. L'autre pied, le pied gauche, est au sol. C'est ça. Donc, prenez le temps de sentir déjà comment votre pied se dépose au mur. Et prenez quelques instants pour doucement vous repousser du mur avec le pied. Donc, vous repoussez légèrement du mur avec le pied et vous relâchez. Et observez comment, quand vous faites ce mouvement, qu'est-ce qui se passe dans le reste de vous? Qu'est-ce qui se passe dans le reste dans le bassin? Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est pas de lever le bassin, c'est simplement de sentir comment, quand vous propulsez vous vous repoussez du mur, il y a une transmission qui se fait, peut-être globalement jusqu'à la tête, mais peut-être observez jusqu'où vous sentez la transmission du mouvement. Et s'il y a une difficulté, donc vous prenez, s'il y a une difficulté avec un des pieds, par exemple, vous pouvez prendre l'autre jambe, mais vous restez avec un moment au niveau du pied. Okay? Donc la pression est une pression douce. Il ne s'agit pas de faire un trou dans le mur. C'est juste une pression douce, puis vous prenez autant de pauses dont vous avez besoin. Hein? S'il y a un traumatisme au niveau du pied ou de la cheville, vous avez besoin d'un repos, vous pressez et vous relâchez. Et reposez les deux jambes. C'est ça. Besoin même prendre un petit coussin sous le bassin hein, si c'est nécessaire. Hein. Si vraiment, si c'est sensible au niveau du sacrum, je vois que vous êtes deux à avoir des sensibilités au niveau du sacrum, donc prenez tout ce dont vous avez besoin pour vous rendre la vie plus agréable. Donc, on laisse, on se repousse du mur et on relâche. On se repousse du mur et on relâche. Et je vois que vous êtes trois aujourd'hui à avoir des sensibilités. Et sachez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous reposer sur le côté. Hein. Vous pouvez tourner sur le côté pour vous reposer et reprendre ensuite la configuration. Très bien. Puis, vous allez doucement amener le pied droit à nouveau au mur. Et cette fois-ci, vous allez soulever le pied gauche du sol un petit peu. Soulevez le pied gauche du sol un petit peu. You lift your left foot a little bit. C'est ça. Et on repose. Et quand vous allez reposer votre pied, faites une pression de votre pied sur le sol. Donc on presse le pied gauche sur le sol et on relâche la pression en soulevant un petit peu le pied. Et on soulève, you lift a little bit the foot and you press your foot on the floor. Quelquefois. Et vous prenez le temps de sentir, est-ce que lorsque je presse le pied au sol, est-ce qu'il y a un mouvement que vous ressentez dans le reste de votre colonne?
Très bien, reposez. Le repos, resting, fait partie de l'exercice. Le moment où on se repose, c'est le moment où le cerveau peut intégrer. Ramenez à nouveau le pied droit au mur. Et vous allez vous repousser doucement du pied droit. Et relâchez. Et soulevez le pied gauche. Et posez le pied gauche au sol. Et relâchez. Et vous allez combiner ce mouvement, puisque le thème d'aujourd'hui c'était sur la marche. Vous allez alternativement, je presse mon pied au mur, je lâche le pied du mur, je presse le pied du sol, je relâche le pied du sol, je presse le pied du mur et j'alterne en fait au niveau du mouvement comme si on marchait mais en étant couché. C'est ça. On presse. C'est ça. On presse. C'est ça. Et on soulève aussi le pied du mur un petit peu. On soulève le pied du mur. Quand le pied du sol appuie, on soulève un peu. Et ensuite, on appuie le pied au mur. Et ensuite, donc on marche alternativement un pied et puis l'autre. Et observez quand vous faites ce mouvement, est-ce qu'il y a un mouvement de vague qui traverse votre colonne? Et reposez-vous. Ramenez maintenant le menton, revenez avec le pied droit au mur et le pied gauche au sol. Et ramenez le menton sur la poitrine. Donc vous ramenez le menton, chin is coming towards your breastbone. On garde la tête au sol, mais on allonge la nuque doucement, sans tirer sur soi. On rapproche le menton de la poitrine et on éloigne le menton de la poitrine. Donc on laisse le menton se rapprocher de la poitrine. Chin coming closer to your chest. Et on laisse le menton s'éloigner de la poitrine. Going further away from the chest. Tout petit mouvement. Et on respire là-dedans. On laisse le menton venir vers la poitrine et le menton s'éloigner de la poitrine. Puis quand vous l'aurez fait quelques fois, vous ramenez le menton vers la poitrine et vous le laissez là. Leave it close to the chest, le menton. Et là, vous restez là et vous allez à nouveau marcher sur le mur et marcher sur le sol. Pied droit au mur. Et le menton reste, donc vous avez un allongement au niveau de la nuque. Faites attention de ne pas tirer sur vous. Restez dans le confort. Vous marchez un pied au mur, marchez un pied au sol. Donc c'est comme si on soulève, ça n'a pas besoin d'être soulevé trop, le pied du sol. Ce n'est pas nécessaire de le soulever trop. Je marche avec un pied au sol et je marche avec un pied au mur. Donc le pied du mur aussi se décolle du mur. Et ensuite, il appuie sur le mur. Donc, vous voyez ce qui se passe avec la tête est un petit peu, on met une contrainte. Okay? On empêche que le mouvement soit répercuté dans la nuque. Et lâchez le cou. Et lâchez les jambes.
Venez mettre votre main dans la nuque. Placez une main dans le creux du cou. OK? Donc, vous passez une main dans le creux du cou et vous touchez vos vertèbres avec vos doigts. Mettez le pied droit au mur. Relâchez la bouche, la mâchoire. Et repoussez-vous du pied du mur et relâchez la pression. Juste le pied du mur. Et ressentez ce qui se passe au niveau des doigts. Est-ce que vous sentez un mouvement au niveau du creux du cou? Je presse mon pied au mur et je relâche. Je presse le pied au mur et je relâche. Et ce petit mouvement doit être fait avec 20% d'effort. Qu'est-ce que ça veut dire 20% d'effort? Ça veut dire qu'on fait un effort le plus minimal possible. Souvent, on fait du 100%, on fait du 150%. L'idée, c'est de voir comment est-ce que je peux réduire mon effort. Ça, c'est une clé très importante. Et en éducation somatique, en Feldenkrais et dans les eaux pour la vie, c'est de réduire l'effort. Parce que quand je fais moins d'efforts, j'apprends plus. C'est vraiment contraire à ce qu'on nous a appris dans la vie. Venez maintenant placer une main dans le creux lombaire. Donc, vous placez une main dans le petit creux sous vos vertèbres lombaires. Amenez les deux pieds au mur. Les deux pieds au mur. Repoussez-vous doucement du mur avec les pieds et observez qu'est-ce qui se passe au niveau de vos vertèbres lombaires. On se repousse du mur et on relâche. Et on se repousse du mur et on relâche. Et relâchez les pieds, enlevez la main. Puis à nouveau, mettez une main dans le creux lombaire. C'est pas la peine d'être dedans, ça peut être juste sur le bord, hein? Soyez attentif de ne pas vous faire mal à la main. Puis, posez votre pied droit sur le mur. Et expirez, exhale quand vous vous repoussez du mur. Donc, vous repoussez doucement du mur sur une expiration. Et vous relâchez quand vous inspirez. Et quand vous avez une main dans le creux lombaire, quand vous vous repoussez du mur avec le pied droit, vous allez sentir comment la courbure lombaire a tendance à devenir plus longue. Et comment votre nombril, le belly button, a tendance à vouloir se rapprocher de votre tête. C'est une image, bien sûr, hein, il veut se rapprocher de votre tête, de votre visage. Et quand vous relâchez le mur, le bassin a tendance de rouler dans l'autre sens.
Votre bassin roule vers les genoux. Donc, prenez le temps de sentir ça. Comment, lorsque je presse avec mon pied au mur, je presse avec mon pied au mur. Et reposez-vous, comme vous avez envie. Ça peut être sur le dos, ça peut être sur le côté, comme vous voulez. Quand vous êtes en train de vous reposer, donc comme vous êtes reposé, chacune se repose à sa façon. Gardez simplement en mémoire le mouvement que vous venez de stimuler à partir des pieds. Revenez avec le pied droit au mur et un pied au sol. Et recommencez à marcher alternativement avec votre pied droit et votre pied gauche. Et prenez le temps de reconnaître comment votre bassin réagit avec ce mouvement. Comment, lorsque vous faites un pas sur le mur ou un pas sur le sol, comment est-ce que votre bassin, votre nombril, belly button, comment le bassin vient vers vous, ou au contraire, quand vous relâchez, comment le bassin roule vers les pieds, qu'est-ce qui change dans la colonne lombaire, qu'est-ce qui change dans le menton et le cou, qu'est-ce que fait la tête. C'est ça. Et voyez, quand vous pressez, essayez de presser très fort et petit à petit pressez, divisez la pression par deux quand vous pressez. Puis cette pression qui est divisée par deux, vous la divisez encore par deux. Avec presque l'impression qu'on a une pression qui est presque inexistante. Et de sentir, tiens, quand je presse, est-ce que avec 20%, 25% d'effort, comment est-ce que ma colonne réagit? Et comment les courbures de votre colonne réagissent? Relâchez, reposez-vous. Quand vous reposez, prenez juste le temps de, juste vraiment de savourer ce moment où vous ne faites rien en apparence, et où il y a une intégration qui se fait. Vous pourrez penser que quand on est comme ça, sur le côté, ou qu'on se repose, il ne se passe rien, mais au contraire, c'est des moments très, très utiles d'intégration. Les bébés, quand ils apprennent au sol, tout d'un coup, ils s'arrêtent, ils dorment sur place, les fesses en l'air, et ils intègrent. Le cerveau intègre. Revenez sur le dos, pour celles qui peuvent. Et ramenez vos bras au-delà de la tête, dans le prolongement de vous. Donc, c'est comme si vous mettez les bras au-delà de la tête, là où vous pouvez. Si vous pouvez les amener au-delà de la tête, dans le prolongement. Si ce n'est pas possible,
Vous pouvez les garder proches de vous, dans le prolongement du corps, ou l'idée, c'est d'amener les bras en extension vers le haut de la tête. Donc, ils sont dans le prolongement de la tête, vers le haut, vers l'arrière de vous. Donc, si les bras sont sur le côté, si c'est difficile ou impossible de mettre les bras vers l'arrière, à ce moment-là, gardez-les le long de vous, dans le sens de la longueur. Donc, à côté de vous, c'est ça. Ramenez le pied droit au mur. Et quand vous allez vous repousser du mur avec le pied droit et ensuite avec le pied gauche, laissez un bras s'allonger et un bras se raccourcir. Donc, quand les bras sont au-delà de la tête, quand vous levez le pied gauche, observez qu'est-ce qui se passe au niveau du bras. Vous levez le pied gauche, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos bras? Donc, je lève le pied gauche, il se passe quelque chose au niveau de mon bras. Je lève mon pied droit, il se passe quelque chose au niveau de mon bras. Il y en a un qui va s'allonger, l'autre qui va se raccourcir. Si j'ai les bras au-delà de la tête, mais si j'ai les bras le long de moi, aussi je vais sentir ce mouvement. Donc, je repousse le pied du sol, je repousse le pied du mur. Et si c'est douloureux au niveau des bras, ramenez-les le long de vous, le long du bassin. Reposez les pieds. Ramenez maintenant les bras à la verticale, c'est-à-dire les deux bras à la verticale, vers le plafond. Vers le plafond. C'est ça. Les paumes se regardent, donc les paumes se font face. C'est ça. Ramenez maintenant le pied gauche au mur. Laissez quelquefois le bras droit monter un petit peu plus vers le plafond et reposez l'épaule, puis le pied gauche remonte un peu plus vers le plafond. Le bras gauche, pardon, le bras gauche remonte vers le plafond. Et ensuite le bras droit. Et vous jouez comme ça avec un bras qui monte et un bras qui descend. Et de sentir comment, au niveau de vos omoplates, c'est comme si vos omoplates étaient comme vos pieds. Un pied qui monte, un pied qui descend, mais c'est l'omoplate qui monte et l'omoplate qui descend. Un bras qui monte, un bras qui descend, une épaule qui monte, une épaule qui descend. De sentir qu'à chaque fois que vous posez votre omoplate sur le sol, il y a comme si vous faisiez un pas, comme si vous marchiez à quatre pattes, mais à l'envers. On respire, c'est ça. Vous pouvez vous le faire plus petit, mais plus rapide. Clac, 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 ta, 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 ta. C'est ça. Super, relâchez les bras. Relâchez les bras. Puis, repoussez-vous du pied gauche au mur et repoussez-vous du pied droit. Commencez à marcher avec le pied gauche au mur et le pied droit au sol. Je marche, un pied. Imaginez que vous avez vraiment un pied et l'autre qui marche. Et observez à nouveau qu'est-ce que fait votre bassin. Qu'est-ce que fait votre bassin? C'est ça. Qu'est-ce que fait le menton? Maintenant, ramenez les bras à la verticale. Quand vous allez presser votre pied gauche au mur, vous allez laisser le bras droit monter vers le plafond.
Quand vous laissez le pied gauche pressé au sol, vous laissez le bras gauche monter. Quand vous pressez le pied droit au sol, c'est le bras gauche qui monte vers le plafond. Donc, c'est le bras opposé au pied. Pied droit presse le sol, c'est le bras gauche. Pied gauche presse le mur, bras droit. OK? Opposé. Je presse et c'est les bras opposés au pied qui presse, qui montent. Et prenez le temps de sentir comment l'omoplate se dépose sur le sol. C'est ça, relâchez, reposez-vous. Alors on le fait exprès, on ne fait pas les choses symétriquement, c'est-à-dire que on le fait volontairement de façon différente. On crée des fois on travaille même juste d'un seul côté pour permettre au cerveau, de demander au cerveau qui aime l'homéostasie, de transférer lui-même l'apprentissage de l'autre côté. Donc on ne fait pas forcément les mêmes choses de chaque côté. OK? Donc, ce n'est pas un oubli de ma part, c'est juste volontairement que c'est différent. Ramenez maintenant le pied droit au mur. Marchez avec le pied droit au mur et le pied gauche au sol. Et voyez comment, lorsque vous marchez, est-ce que ça change la transmission? Est-ce que votre bassin, les lombaires, le menton, le cou bougent différemment? Est-ce qu'il y a une transmission au niveau de la vague? Puis changez le pied gauche au mur et le pied droit au sol. Pareil. Marchez et voyez ce qui se passe. Est-ce que ça se transfère différemment? Et surtout, observez qu'on a des différences d'un côté à l'autre. Et c'est volontaire d'explorer les côtés de façon différente pour aller stimuler les réponses différemment. Pour terminer, vous gardez les jambes fléchies, les deux pieds au sol. Marchez avec les deux pieds au sol. Donc, un pied appuie sur le sol, l'autre pied appuie sur le sol. Donc, simplement, je marche sur place. Pied droit appuie sur le sol, le gauche se soulève un peu. J'appuie le pied gauche au sol, le pied droit se soulève un peu. Et on marche en étant simplement au niveau des appuis de voir comment ça réagit dans l'ensemble de votre colonne. Et observez si vous mettez moins d'effort, qu'est-ce que ça va changer dans la transmission? Un pied et l'autre. Un pied et l'autre. Est-ce que vous pouvez même le faire un petit peu plus rapide, c'est-à-dire un petit peu comme si vous voulez faire un petit jogging. Tapa, 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 ta, et de voir comment le mouvement se transmet. Tiapa, tapa, tapa, ta. Et on relâche. On relâche. Donc, je suis très contente parce que je vois que vous prenez soin de vous, que vous prenez des pauses quand vous avez besoin. C'est la partie presque la plus compliquée dans ce travail-là. C'est de s'autoriser à faire des pauses, de sentir quand le mouvement devient trop exigeant. Plus vous prenez soin de vous de cette façon, plus vous êtes en situation d'apprentissage, d'augmenter vos capacités d'apprentissage. C'est vraiment fondamental de prendre soin d'apprendre à prendre soin de soi. Et dans ce travail-là, on attache beaucoup d'importance à cette prise, la capacité de prendre soin de soi. Et je suis ravie de voir que dans ce que je vois ce matin, c'est ce qui se passe.
Parce qu'on ne peut pas apprendre hein, quand on est inconfortable. Donc, saisir le moment où le mouvement ne devient plus agréable. L'idée, c'est que le mouvement soit agréable et reste agréable. Quand il devient inconfortable, on prend une pause. Et plus on va respecter ces moments de pause, plus ce qui était impossible devient possible, ce qui était difficile devient facile, et ce qui est facile devient élégant. Venez doucement passer sur le côté pour venir vous mettre debout sur vos deux pieds. Vous réglerez l'écran plus tard, c'est juste vous vous mettez debout. Et prenez le temps de sentir comment vous êtes debout sur vos pieds. Comment vous vous sentez debout. Comment vous ressentez vos appuis sur le sol. Marchez un tout petit peu dans la pièce là où vous êtes, si c'est possible. Je sais que c'est plus difficile sans chaussures. En tout cas, vous voyez qu'est-ce qui est possible. Et on viendra quelques instants pour des commentaires finaux. Merci.